Donald Trump est-il un homme des Russes? Comment expliquer le revirement géopolitique du nouveau hôte de la Maison-Blanche et son rapprochement avec la Russie? Vous écoutez le podcast L'Ukraine face à la guerre. Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Régis Janté, journaliste et écrivain français, spécialiste des questions politiques, géopolitiques et sociales en Europe de l'Est et en Asie centrale. Régis est aussi l'auteur de l'ouvrage Notre homme à Washington, Trump dans la main des Russes. Une enquête basée sur des solides recherches documentaires et des interviews sur le terrain qui mettent au clair que Trump pourrait être l'homme des Russes. Bonjour Régis, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation au podcast L'Ukraine face à la guerre. Tu es spécialiste de la Russie, des régimes autoritaires, totalitaires aussi, et tu es auteur, donc aujourd'hui nous allons parler de la politique américaine, nous allons parler de Donald Trump. Et donc tu es auteur de ce livre, on va dire en quelque sorte prophétique, parce que le livre est sorti en 2024. Et donc le livre s'intitule Donald Trump, notre homme à Washington. Sans doute, nos auditeurs, comme beaucoup d'Ukrainiens aussi, n'ont pas voulu lire le livre au moment de la sortie. Aujourd'hui, ce livre devient un livre d'actualité absolument brûlante. Alors la première question serait simple. Est-ce que ce que nous observons aujourd'hui avec ce revirement géopolitique de Donald Trump, est-ce que tu es le moindre surpris actuellement en regardant les actualités d'aujourd'hui? Non, vraiment pas, même si à la lumière de hier, la rencontre entre monsieur Macron et monsieur Trump, on peut voir que ça sera peut-être plus compliqué et qu'il se passera des choses, plus conventionnelles, si j'ose dire, où il y a il y a moins la patte de Trump. On a l'impression qu'il y a d'autres influences qui se jouent. Mais sur le côté de Trump, très critique à l'égard de Zelensky, qui fait des cadeaux à monsieur Poutine, non, pas du tout. Et notamment parce que, voilà, pour ce livre, je suis allé voir les 40 ans d'histoire de relations entre monsieur Trump et Moscou. D'abord l'URSS, puis la Russie. D'abord, dans ces 40 ans, il n'y a aucune déclaration critique à l'égard de la Russie, enfin sérieuse, il y en a pas. Et au contraire, beaucoup d'éloges, beaucoup de soutien, d'encouragement à la Russie, etc. Et donc, c'est vraiment pas une surprise. Et effectivement, dans le livre, c'est un peu ce que je prédisais. Enfin, c'est pas une prédiction, mais disons qu'à regarder les fondamentaux de la relation entre Trump et la Russie, je me disais qu'a priori, s'il devait y avoir un accord de paix ou quelque chose comme ça en Ukraine, elle se ferait plutôt à la faveur de la Russie. Et pour le moment, on a beaucoup de signes qui vont en ce sens. Oui, si on essaie de retracer cette histoire dès le début, c'est-à-dire que ton livre, il couvre effectivement les 40 ans en fait de carrière de Donald Trump qui est venu assez tardivement en fait dans le monde politique. Où est-ce que ce moment de l'histoire on peut situer justement le premier contact entre Donald Trump et le système encore à l'époque soviétique, donc le point de départ de cette histoire dont nous vivons aujourd'hui des conséquences? En fait, il vient assez tôt à la politique, on pourrait dire. Hem, Parce que, en fait, dès 1987, où il va aller pour la première fois, en Russie, mais en URSS, à Moscou, en juillet 1987, c'est un voyage qui est organisé et l'opération pour l'emmener là-bas, pour, enquêter, pour voir s'il pourrait faire une Trump Tower ou pas, elle est complètement organisée par le KGB. Il y a pas de doute là-dessus. On a plein de détails qui l'a organisé, comment on a caché la présence du KGB dans cette affaire. Enfin, en gros, c'était organisé quand même sous l'égide de Goss, comment ça s'appelait, Goss in Tourism, qui était bon, l'organisation chargée du tourisme en URSS, c'est-à-dire que c'est le KGB qui le contrôlait complètement. Et en fait, à ce moment-là, après ce voyage, euh, dans des milieux un peu pro-russes aux États-Unis,
et aussi, à Moscou, on se dit qu'il pourrait faire un bon président. Déjà en 1987, déjà. Donc, il entre en politique et lui, il affiche des ambitions politiques déjà. Il en avait même affiché avant, il voulait en 1984 par exemple, il a essayé de s'imposer dans l'administration de Ronald Reagan, le président Reagan, comme un négociateur en chef pour les questions du désarmement nucléaire. Et donc là, il est question évidemment du RSS, tout ça. Donc ça, c'est très important. Comment est-ce qu'il apparaît dans le radar, du KGB en fait et du monde politique et des autorités soviétiques à l'époque? En fait, d'abord, il s'est marié dans les années 1970 avec une mannequin, une femme tchécoslovaque, donc du bloc socialiste. Et on a des informations émanant d'anciens agents de la sécurité d'État tchécoslovaque que déjà il était dans l'œil du viseur, que déjà il était suivi parce qu'on suivait sa femme. On voyait bien qu'il était quelqu'un quand même de riche, qui pouvait être important un jour. Donc on l'a suivi à ce moment-là. Et Madame Trump, la nouvelle Madame Trump tchécoslovaque, allait tous les ans en vacances avec ses enfants là-bas et donc il faisait l'objet d'un suivi et de premières notes certainement, quoi. Après, on a des petits indices, par exemple, lorsque, au début des années 80, je crois, quand il va construire son premier grand hôtel qui s'appelle le Hyatt Commodore, qui est donc à Manhattan, il va, il va curieusement acheter des postes de télévision pour mettre dans chaque chambre, non pas à un grossiste habituel, mais dans un magasin de la 5e avenue qui est tenu par des exilés soviétiques, des juifs d'Odessa, notamment un certain Semyon Sam Kislin, et qui sont, c'est très bizarre pourquoi il les achète. Il fait un prêt à ce Sam Kislin et il va mettre donc ses téléviseurs dans son hôtel. Or, Sam Kislin, son magasin, c'est un magasin qui vend de l'électronique, des enregistreurs vidéo, des Walkman qui sont à la mode à l'époque. Et on sait que son magasin est très fréquenté par les services par le KGB, enfin les résidents du KGB à Washington et à New York, etc. Et puis après, surtout, il y aura ce voyage de 1987 où là, on voit bien qu'il va être organisé par le KGB et tout indique ensuite par les relations que M. Trump va avoir avec des mafieux rouges qui sont des exilés des années 1970 qui vivaient notamment à Brighton Beach, à New York, etc., qui va être cultivé, qui va être entouré par des dizaines et des dizaines de ces gens qui sont parfois des mafieux, qui sont aussi des mafieux, qui sont des gens qui ont des relations à très haut niveau avec les services de sécurité soviétiques, avec Primakov et des gens comme ça. Et il va être, et c'est là en fait qu'il va être cultivé en quelque sorte par les services de sécurité et par les autorités soviétiques puis russes. Voilà ce que tu dis. Donc, tu dis dans ton livre, donc c'est assez subtil. Tu dis pas que Donald Trump serait un agent de KGB, qu'il travaillerait pour le système. Tu dis, tu emploies ce verbe que tu emploies même quand on parle d'être cultivé. Donc, cultivé, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il est dans cette culture, il est dans cette éthique, il est dans cette morale, dans ce mode de vie, C'est plus n'est-ce que pas? ça. Comment on peut décrire? C'est plus que ça. En fait, les gens à qui j'ai parlé dans les services de sécurité américains, la communauté du renseignement, comme on dit, me disent que eux, selon leurs sources au KGB, etc., Donald Trump n'était pas un agent, en effet, tu as raison de le souligner, il était un contact confidentiel. Un agent, c'est le truc classique, c'est-à-dire que on te demande de rapporter des informations, du renseignement, on te donne de l'argent contre ça, ou bien de faire un travail d'influence en faveur, en l'occurrence, de Moscou. Or, lui, c'est pas ça, mais en fait, je pense qu'il a touché beaucoup, beaucoup plus d'argent parce qu'il a été cultivé, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui officiellement travaille pour le service de sécurité, le KGB ou le FSB, mais qui en fait est cultivé, c'est-à-dire qu'on l'aide dans sa carrière, on lui rend des services. S'il a besoin d'être célèbre, ben on l'aide à le mettre en valeur, ou bien s'il a des problèmes quand il a des faillites, et M. Trump a eu 7 faillites, eh bien, il y a des gens qui aussi pour leurs propres intérêts, mais parce qu'ils sont aussi liés au service russe, vont l'aider, vont mettre de l'argent dans ses affaires. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec toute une galerie de portraits que j'ai essayé de remettre, de faire dans mon livre, de gens qui sont parfois très hauts dans la hiérarchie mafieuse, si je puis dire, et en même temps très haut dans la hiérarchie des services de sécurité,
qui sont, vous savez, les services de les mafieux, post-soviétiques, soviétiques, sont des gens qui sont nés dans le goulag en quelque sorte et donc ils sont pas indépendants du pouvoir politique. La mafia, russe, elle est étroitement liée au pouvoir, politique. Elle en est presque une émanation parfois et donc c'est ces gens-là qu'on retrouve et c'est ce qui va donner le titre de mon livre d'ailleurs, Notre homme à Washington, parce qu'il y a un monsieur qui s'appelle, Félix Sater, qui est le fils d'un mafieux de Moscou, je crois, qui était donc s'était exilé à Brighton Beach. Sater, Félix, lui, est né à New York, à Brighton Beach. Et en fait, à un moment donné, il va devenir le conseiller de Trump pour ses affaires. Il va s'occuper de l'immobilier, de questions financières. Il a même un bureau dans la Trump Tower à Manhattan. En 2015, lorsque M. Trump va être candidat à la primaire pour être le candidat républicain qui va le porter à la présidence, eh bien, à ce moment-là, Satter va approcher Trump à nouveau. Il avait travaillé pour lui avant. Il revient vers lui en lui disant, mais tu veux pas construire une Trump Tower? Je peux organiser les rendez-vous avec Poutine. Trump dit oui. Et là, on a un email de Félix Satter qui a été retrouvé par Robert Mueller, qui était l'enquêteur spécial, le rapporteur spécial du ministère de la Justice américain lorsqu'il y a eu les soupçons d'ingérence dans la campagne électorale de 2016. Et Félix Satter dit, nous pouvons installer notre homme à la Maison Blanche, donc Donald Trump, et je vais convaincre Vladimir Poutine de nous aider. Donc, vous voyez, ça montre le niveau de relation de ce personnage, qui est un personnage très, très important. Je disais qu'il était très haut aussi dans la hiérarchie des services de sécurité, parce qu'à un moment donné, le FBI va vouloir le mettre en prison pour 11 ans, et enfin la justice va le condamner, et il va y avoir un deal, un accord entre lui et le FBI. Il garde sa liberté en échange de sa collaboration. Et donc, sa collaboration va par exemple consister à récupérer des missiles balistiques qui avaient été donnés en Afghanistan et qui étaient tombés dans les mains de, de Al-Qaïda. Et lui, par exemple, bah, il va s'occuper de cette opération-là grâce à ses contacts à très haut niveau en Russie. Il avait même 6 numéros de téléphone satellite de Oussama Ben Laden. Donc c'est quand même quelqu'un Mmh. de très important et très connecté. Oui, c'est passionnant que d'apprendre, tous ces détails-là. À quel moment peut-on situer le premier contact, de Poutine, Vladimir Poutine et Donald Trump et dans quel, contexte ça se fait? Puisque en effet donc cette histoire-là, que tu viens de raconter, il commence dans l'époque soviétique. Après il y avait quand même une espèce de transition entre l'époque soviétique et l'époque, russe proprement dit. Après il y avait Yeltsin et donc Poutine, aussi partie de ce système-là et à un certain moment où il fait remarquer il remarque donc, Donald Trump. Qu'est-ce qu'on sait déjà sur cette relation? En fait, dans mon livre, je parle plutôt de la relation entre Trump et les Russes, c'est le sous-titre, plutôt qu'entre Poutine et Trump, parce qu'elle est très tardive. Leur première rencontre physique, c'est à Hambourg, lorsque Trump est président, et c'est un G20, je crois, un sommet. Et donc là, ils se rencontrent et ils vont parler, et il va se passer des choses assez intéressantes, parce qu'ils vont parler en aparté, sans qu'il y ait d'autres officiels, c'est quelque chose d'improvisé, il y a juste les traducteurs, etc. Et puis, donc ça, ce sera le premier entretien. Avant, il y en a peut-être eu, puisque le jour où, je me souviens plus à vrai dire, mais le jour où Trump est devenu président et il a dû parler à Poutine au téléphone, etc. Mais sinon, il n'y a pas vraiment de relation entre les deux hommes. Ils viennent de mondes complètement différents. Ils n'étaient pas aux affaires en même temps. Donc, c'est pas, il n'y a pas eu de relation à ce niveau-là entre les deux. En revanche, Trump a toujours essayé de courtiser. Lorsqu'il est allé vendre sa Trump Tower, il avait rencontré rapidement Gorbatchev, par exemple. Et puis, encore une fois, il a toujours été entouré de toute une galerie de gens un peu bizarres entre des mafieux, des gens des services de sécurité, parfois les deux, des diplomates, des milliardaires oligarques russes, etc. Oui, donc c'est comme ça et alors, on se pose aussi la question, voilà, quand on regarde, cette relation Trump et Poutine, il y avait aussi cette fameuse rencontre, officielle que tu décris aussi dans ton livre, à Helsinki. Oui, Ça, c'était déjà, 2018. heu, 18 voilà, c'est une rencontre tardive, c'est une rencontre qui, heu, on était un peu déçus, hein, de voir, les voilà, parce que nous avons vu, Poutine sortir, de ces négociations, ouais, de cette ra ce cette, cet entretien, en fait, qu'ils ont eu pendant 2 heures, peut-être même plus que cela. Donc très très sûr de lui, rayonnant et puis Trump, il était en train de
de murmurer quelque chose, Ouais. du genre, «Ah que Poutine a raison, a tout bien compris» et donc comment est-ce que, selon toi, cette rencontre, se déroulait? Alors, ce qu'on en sait, c'est que ça a beaucoup surpris, y compris les conseillers et l'entourage de monsieur Trump qui a, pour la première fois, pour certains, semble-t-il, ont commencé à douter en se disant: «Mais il y a quelque chose entre les 2». Parce qu'en fait, ce jour-là, ce qu'il a fait, c'est devant les caméras du monde entier, il a dit des choses incroyables. Il a dit: «Bah, en fait, monsieur Poutine m'a dit il avait rien fait contre les États-Unis pour, l'ingérence dans les élections, donc je crois monsieur Poutine». Alors qu'en fait, on avait des milliers de pages extrêmement documentées, le rapport Mueller et d'autres. Certes, le rapport Mueller qui n'a pas conclu à la, à la culpabilité de Monsieur Trump parce que c'est la justice américaine. Donc, conclure à la culpabilité de quelqu'un, ça demande des preuves très très fortes. Qui a eu une ingérence, oui. Est-ce que Monsieur Trump la voulait? Tout ça, c'était plus difficile à prouver. Et puis politiquement, c'était quand même un candidat à la présidentielle. Et aux États-Unis, se servir de la justice pour éliminer de la course à la présidentielle un candidat, c'est absolument contre les principes démocratiques, politiques du pays. Donc c'est pour ça que ce rapport Mueller s'est trouvé invalidé. Mais en fait, il y a énormément d'informations, quoi. Et donc Trump, tout d'un coup, allait absolument contre ce que disaient toutes les agences de renseignement américains qui disaient, mais il y a eu quelque chose. Et ça, encore une fois, ça a été prouvé amplement, quoi. Donc c'est ça qui a beaucoup surpris à Helsinki. Et puis je crois qu'il y a aussi une discussion à un moment donné en aparté où il y a juste le traducteur côté russe, en fait. Et pas Oui? et pas côté, donc il y a pas d'assistant et le seul traducteur entre les 2 hommes, c'est le russe. Donc il y a aucun témoin de ce qui s'est passé, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est dit? Ça on le sait pas. De même que la première fois à Hambourg, j'espère que je suis pas en train de confondre les 2 entretiens, parce qu'il y a eu un autre entretien où il y avait que les traducteurs, un traducteur américain et un traducteur russe. Et Oui, je crois que c'est une traductrice du côté américain. traductrice, voilà, exactement. Ouais, ouais. Et à qui Trump va demander ses notes ensuite pour qu'elle ne dise rien et que personne ne puisse savoir, y compris les plus proches conseillers de monsieur Trump, ce qu'il a dit à monsieur Poutine. Alors, je veux dire, il faut pas chercher du mal. Après tout, ça peut être aussi que c'est des choses qui sont tellement délicates diplomatiquement et que, c'était pas pour dire: «OK, j'ai été recruté par vous, je vais exécuter les ordres». Bien sûr que non, c'est sans doute autre chose. Mais n'empêche que voilà, on ne sait pas ce qui s'est dit et ça montre qu'il a besoin de lui dire des choses qui soient, dans le plus grand secret, possible. Oui et à la fois, si on laisse de côté cette histoire d'échange des répliques, si on regarde, en fait, les 2 figures politiques, Vladimir Poutine et Donald Trump. Est-ce que selon toi, il y a cette affinité, entre les 2 dans le sens ils se ressemblent en quelque sorte comme les animaux politiques, c'est-à-dire qu'ils partagent les mêmes principes et les mêmes visions du monde? Et quand est-ce qu'on peut situer le moment où cette affinité est la plus grande? Parce que le premier mandat de Donald Trump, qui a inquiété beaucoup de monde, finalement, on a vu que ça se passait, notamment, on va revenir à la guerre, de la Russie contre l'Ukraine, mais ça se passait d'une manière, relativement plus positive, si on compare à ce qui se passe aujourd'hui. Oui, effectivement, c'est ce qu'on a dit, à l'époque, c'est que, vous savez, la victoire de monsieur Trump n'était pas du tout garantie et même le soir de la victoire, le discours n'était pas écrit. Il a fallu le griffonner sur le coin d'une table parce que, il s'attendait vraiment pas à gagner, quoi, Trump. Et donc, bah, quand il a fallu prendre en main les destinées de l'Amérique, il a fallu faire avec des hauts fonctionnaires, ce qu'on a appelé les adults in the room. Et ça, c'est les John Bolton, Pompeo, Tillerson, donc des gens qui avaient une grande expérience, républicains, qui ont accepté de suivre monsieur Trump, mais qui sont des hauts fonctionnaires américains et qui incarnent en quelque sorte les intérêts, qui défendent les intérêts des États-Unis tels qu'ils sont définis, qui sont façonnés depuis des décennies, quoi. Donc Trump, il est assez déçu parce qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait. Et justement, le grand moment Trump, peut-être, bah, ça va être maintenant, justement. C'est là que c'est très important parce que on sait, il a une volonté de se défaire de tout ce qu'il appelle l'État profond, c'est-à-dire, bah oui, voilà, ceux qui incarnent les intérêts américains depuis des dizaines d'années, d'où la volonté de démanteler la CIA, d'où la volonté de démanteler l'agence de développement USAID, etc., etc. Donc c'est très profond et peut-être que cette fois-ci, il y aura plus d'adults in the room et qu'il y aura juste la volonté de monsieur Trump. Et c'est là qu'on revient sur cette question de l'affinité que tu soulignes entre Trump et Poutine.
faut souligner que les 2 personnes sont très, très différentes. C'est vraiment 2 mondes qui ont rien à voir et j'ai t tendance à penser que monsieur Poutine méprise le monde, de Trump. C'est pas Poutine, c'est un pur politique qui tient les business, qui on sait comment il a démantelé l'oligarchie tout de suite en arrivant au Kremlin à partir de 2002 avec l'affaire Khodorkovsky. Alors que Trump, bon, c'est quand même ça reste un businessman et qui pour beaucoup juge le monde en fonction de l'économie, même si à mon avis, l'économie est beaucoup plus instrumentalisée. On pourra reparler des terres rares tout à l'heure peut-être. Mais, mmh, mais effectivement, c'est une affinité peut-être d'abord par leurs ennemis, c'est-à-dire qu'ils haïssent le monde démocrate. Trump dit toujours: «I hate nice people». Donc, les nice people, c'est toi et moi. C'est des gens, voilà, qui sont attachés aux droits de l'homme, qui sont plutôt des gens, ras cultivés, voilà, tout ce monde des démocrates américains et cetera et on voit bien que c'est la même chose que Poutine, rejette aussi pour des raisons politiques liées à la Russie, à sa conception du pouvoir, son autoritarisme, l'autocratisme, russe et cetera, quoi et donc on retrouve quelque chose comme ça et on sait par exemple que et ça j'ai insisté un peu dans mon livre, ça allait un peu au-delà de mon sujet, mais je pense que c'était très important, sur le fait que Trump, par exemple, il s'entoure de juristes pour faire, advenir un vieux rêve d'une partie des républicains qui est de réinterpréter la Constitution américaine, notamment l'article 2, pour, faire en sorte que le pouvoir soit plus concentré dans les mains du président et donc faire une forme d'autocratie, à l'américaine et si ça, il devait le faire, bah, là, il reviendrait ses modèles, ça serait un peu monsieur Poutine, pour le coup, justement et en plus, lui, pour justifier ce virage énorme dans la politique américaine, je ne sais pas si ça arrivera, mais pour le faire, il aura besoin de s'appuyer sur les autres régimes autoritaires dans le monde, monsieur Poutine, monsieur Orban, et cetera et cetera. Voilà, toutes ces affinités-là avec des régimes, on dirait très peu démocratiques, même en Europe comme Voilà, Orban, justement qui sert, souvent de messager de thèse de voilà. Donald Trump ici dans le contexte d'un sous-théâtre de la guerre, et européen. Donc une autre question qui est brûlante, on se rappelle que parce que, cette histoire était perçue en Ukraine d'une manière plutôt, plutôt neutre, en tout cas pas catastrophique au départ, parce qu'on se souvient bien, là, c'est ce premier terme de Donald Trump comme président. On se rappelle par exemple que Donald Trump était le premier à fournir, des armements létaux, notamment les fameux Javelin à l'Ukraine. C'était une histoire très bien racontée par, notre ambassadeur aux États-Unis de cette époque-là, Valérie Chaly, parce que il était présent personnellement lors Mmh mh. de cet acte-là. D'ailleurs, les Javelin étaient extrêmement utiles durant les premiers jours de cette invasion russe, il y a 3 ans pile, donc février 2022 et donc là, on se disait que ce rapport de on pouvait croire à un certain rapport de force entre, Donald Trump et Poutine. C'est-à-dire que, cette formule qu'il avait employé durant sa campagne électorale, avant même d'être élu, il parlait de la paix par la force Oui, et on se disait: «Alors ça voudra dire que certainement il faudra mettre un peu de la force, de la pression sur au moins 2 côtés, c'est-à-dire l'Ukraine et la Russie». C'est-à-dire mais ce qu'on voit aujourd'hui, on voit pas cette utilisation de la force, de la pression contre la Russie. oui. C'est-à-dire qu'il y avait des négociations en Arabie Saoudite entre les représentants, mais il y a rien qui démontre, c'est-à-dire ce rapport de force par rapport à Poutine. Comment on peut comprendre tout ça? Effectivement et je faudrait que je revoie exactement ce qu'a dit Tchali à l'époque, parce que c'est assez curieux et la question clé, c'est sans doute de savoir si, encore une fois, les adults in the room, si le ministère de la Défense, le le secrétariat à la défense américain, a pesé et a, en quelque sorte, imposé à monsieur Trump, ses conditions ou en tout cas l'a convaincu qu'il fallait procéder de cette façon, quoi. Et quand on voit, par exemple, l'envie qu'a monsieur Trump aujourd'hui aussi comme pour la CIA, d'affaiblir le ministère de la Défense américain en renvoyant tout un tas de gens. On a l'impression que c'est quand même cette idée-là aussi. Il veut avoir les coups des franches, il veut avoir toute la liberté d'agir avec ce ministère, y compris peut-être pour la question ukrainienne, qui est une très grande priorité pour lui aussi. Donc ça, c'est la question clé. Et j'avoue que j'ai pas la réponse parfaite sur ce point-là, sur cette négociation des javelines. C'est très important.
Mais sinon, effectivement, aujourd'hui, encore une fois, là où Trump donne l'impression toujours dans son fameux Art of the Deal, de toujours être extrêmement dur en affaires, de demander 100 pour obtenir 20 peut-être, mais donc avec des déclarations tonitruantes sur regardez comment il engage la question des migrants avec la Colombie, avec le Mexique. Et les questions des droits de douane avec le Canada et le Mexique aussi. Et on a l'impression qu'avec la Russie, rien de tout ça, quoi. Alors, en partie parce que les relations économiques, et c'est ça qui est encore plus bizarre, parce que certains disent, ah, Monsieur Trump, c'est quelqu'un, c'est d'abord un marchand, quoi. Donc, il n'y a que l'économie qui compte, il regarde la politique à travers l'économie. Mais pour la Russie, c'est pas vrai. Parce que les relations économiques entre la Russie et les États-Unis, c'est rien. Par exemple, l'autre jour, il a dit, parce que les États-Unis sont autosuffisants en termes d'énergie, d'accord? Donc, ils n'ont pas besoin d'acheter de l'énergie russe. Et donc, éventuellement, ils peuvent avoir besoin que leurs entreprises aillent produire du pétrole là-bas pour le vendre sur les marchés mondiaux. Bon, ça, pourquoi pas. Mais malgré tout, c'est pas si important. Et je regardais les chiffres pour 2022. Je crois que c'est les derniers chiffres publics. La Russie avait exporté en tout et pour tout 686 milliards de dollars. Et dans ces 686, il y en a seulement 15 qui étaient exportés vers les États-Unis. Donc c'est vraiment très, très faible. Et lorsque M. Trump, il y a 2 ou 3 semaines, a dit on va forcer M. Poutine à faire un deal sur l'Ukraine et on va lui mettre des sanctions. Alors, des sanctions sur le pétrole, ça peut être très important. Et donc ça, c'est sérieux. En revanche, les sanctions sur les exportations, ça n'a aucun intérêt. Enfin, c'est dérisoire, quoi. 15 milliards sur 686, c'est juste rien. Donc, je me méfie. Et effectivement, la grande question, c'est pourquoi est-ce qu'il ne met pas plus la pression sur la Russie et pourquoi est-ce qu'il fait autant de cadeaux à la Russie. Et le premier cadeau, c'est de parler comme ça de un à un avec la Russie, avec Monsieur Poutine, en donnant l'impression que les deux plus grandes puissances du monde, ce sont les États-Unis et la Russie. Alors que économiquement, par exemple, la Russie, c'est la neuvième puissance du monde et qu'elle est beaucoup moins importante que la Chine. Elle est même derrière la France de ce point de vue-là, quoi. Et donc, Oui, en parlant de la Chine, juste, on sait juste pour que, en terminer, tout cas, par ce que je voulais juste te dire, c'est que pour moi, je dis pas que j'ai la réponse, mais ça pose la question. C'est pourquoi est-ce qu'il est si gentil avec la Russie, quoi. oui, donc c'est un grand point d'interrogation. Voilà. On creuse du côté de l'idéologie, de comportement, de la vision du monde, Mhm. parce que business, tu as bien dit, en fait. Donc, si on regarde le monde comme un immense marché, la Russie n'a pas grand-chose à proposer à Donald Trump. C'est-à-dire que ça explique pas pourquoi Voilà, il remet en question l'Europe, qui est partenaire numéro un, n'est-ce pas, des États-Unis en termes d'échanges commerciaux, et pourquoi il se fait des ennemis un peu partout dans le monde démocratique, qui étaient considérés comme les alliés, comme les partenaires, comme les amis, bon, et voilà, qui ont sali. Mais peut-être qu'il y aura des surprises, mais pour l'instant, il y a rien qui était dit d'une manière explicite qu'on puisse saisir. exactement. Pourquoi est-ce que tout cela? Il y a une raison, un axe de réflexion là-dessus qui est souvent mis sur la table par des experts, c'est comme quoi, donc il y a le facteur de la Chine qui est important parce qu'on sait à partir de cette première terme de 1er mandat de Donald Trump comme président, numéro 45 à l'époque, qu'on considère Chine comme son principal adversaire. Et donc là, sans doute l'idée consiste à détacher la Russie de la Chine, de la sorte de défaiblir la Chine. Et donc pour le faire, pour le procéder, géopolitiquement, il a besoin de soutenir la Russie et puis lui faire proposer une issue de cette guerre qui affaiblit bien sûr la Russie, de la sorte de pouvoir affronter la Chine ensuite. Est-ce que cette version, cette hypothèse te paraît réaliste, plausible et J'ai beaucoup de doutes sur cette question et j'ai l'impression que beaucoup de gens essaient de trouver une rationalité, ce qu'on fait tous. Parce que quand on est un observateur, qu'on soit journaliste, expert, diplomate, bon, on cherche, on a simplement des bouts d'informations, on essaie de retrouver la logique de tout ça, donc on met de la rationalité dans toutes les affaires, quoi. Et donc j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui essaient de se dire, pour expliquer tout ça, qui cherchent une rationalité dans le rapport à la Chine. Moi, je ferais remarquer deux choses. D'abord, j'ai l'impression que entre 2024 et 2016, Monsieur Trump parle beaucoup moins de la Chine aujourd'hui. C'est
beaucoup moins au centre de ses préoccupations que ça pouvait l'être en 2016. Donc ça, et que voilà, c'est ce qu'on m'a dit lorsque je suis allé à Washington pour ce livre, il y a presque un an, au mois de mars l'an dernier, bah, que, maintenant il était plus sur, des considérations d'ordre commercial avec la Chine et tout ça. Donc c'est un peu différent. Il est beaucoup moins dur, il en parle beaucoup moins. Deuxièmement, sur l'idée que Trump voudrait détacher, la Russie de la Chine, bon, c'est quelque chose qu'on entend dans l'entourage de monsieur Trump et dans les cercles de gens qui dans les cercles républicains, quoi. Donc il y a plein de gens très sérieux qui ont une réflexion. Je suis beaucoup allé dans les think tanks, à Washington à ce moment-là. Bon, on entend des choses comme ça en disant: «Bon, bah, on peut pas être, sur tous les terrains, on peut pas être sur l'Ukraine, Russie et sur la Chine. Il y a Taïwan, il pourrait y avoir la guerre, donc voyons voir si on pourrait pas, bah, tant pis, abandonner l'Ukraine, être gentil avec la Russie pour mieux s'occuper de la Chine, peut-être détacher les 2. Or, 2 choses. D'abord, Trump a quand même fait des déclarations aussi sur Taïwan qui laissent penser qu'il va peut-être pas aller défendre Taïwan. Donc ça aussi, c'est un gros cadeau, à la Chine qu'il est en train de faire potentiellement. Et deuxièmement, surtout lorsqu'on regarde sa biographie, et j'ai lu aussi une extraordinaire biographe de monsieur Trump qui s'appelle, Haggy Haberman, qui est une journaliste du New York Times, qui, comme monsieur Trump, est née dans le Queens. Et donc le Queens, elle a la même, origine sociale que lui. Elle doit écrire des articles sur Trump depuis au moins 30 ans, donc elle le connaît très, très bien, et sa biographie est très riche et passionnante, et elle a l'avantage de replacer les choses du point de vue de New York et Washington, et donc de remettre les affaires russes à leur juste place dans tout ça, quoi. Et c'est vrai on voit quand même un Trump qui est pas un stratège du tout en géopolitique, quoi. Pas du tout, du tout. Une fois, elle raconte, avec plusieurs sources certainement, comment Trump va au ce qu'on appelle le tank, qui est un peu le lieu de l'état-major américain, avec des grandes cartes, avec toutes les bases américaines partout, et cetera. Et là, on a un Trump, il n'y a aucune stratégie qui dit juste, pourquoi on a une base là, je sais pas, en Corée par exemple, en Corée du Sud, ça nous coûte de l'argent, quoi, il faudrait peut-être la fermer. Et là évidemment tous les généraux, les grands généraux américains deviennent tout blancs et se disent: «Mais de quoi il parle, quoi?» Et donc c'est eux qui doivent lui expliquer que: «Ah oui, mais vous savez, en Corée, ça nous aide pour écouter ce qui se passe en Chine, donc c'est utile», et tout ça. Mais c'est pour dire que je pense qu'on met de la rationalité stratégique à Trump sur cette question de la Chine qu'il n'a peut-être pas. Oui. Revenons au sujet, le plus important pour notre podcast, le sujet de cette guerre russe en Ukraine. Actuellement, donc nous avons vu donc la chronologie des événements, donc encore à l'automne 2024, Volodymyr Zelensky qui se préparait, à l'éventuelle arrivée de Donald Trump, dans la Maison Blanche, parce que les chances étaient présents. Donc il a proposé une espèce de plan de paix, plan de la victoire en plusieurs points, et donc c'est là, pour la première fois, que nous avons repéré cet accord sur les minéraux rares, et on se dit que voilà, donc Zelensky essaye de proposer quelque chose, d'intéressant à Donald Trump, parce que Donald Trump, on se disait, c'est quelqu'un qui ne parle pas la langue de valeurs, de la démocratie, Mmh. de voilà, de droits de l'homme, tout ça. Il parle la langue de deal, c'est-à-dire il parle dans des termes économiques, et donc ce n'est pas par hasard que ce plan-là, dans son plan de Zelensky, il y avait ce point sur les minéraux rares. Or, après l'arrivée de Donald Trump à la Maison Blanche, on voit tout de suite, bah, mais le plan il était grand, il était long, il y avait plusieurs choses, et entre autres, il y avait cet accord-là. Aujourd'hui, toute l'attention du monde entier, on parle que de ça, parce que c'est le 1er pas que fait Donald Trump par rapport à l'Ukraine. Il veut imposer ce deal sur les minéraux, sur les métaux rares. Et donc il est très, on va dire, il est très énergétique. C'est-à-dire que il était littéralement en colère quand, Zelensky avait refusé, cette première version de ce deal, envoyé par le ministre, ici à Kiev, et donc il était littéralement en colère. Donc comment peut-on expliquer que Trump, qui on est presque convaincu qu'il ignorait l'existence de ces minéraux, de ces métaux rares, et donc pourquoi il s'accroche tellement à cette idée, et pourquoi? Parce que dans la tête de Volodymyr Zelensky, on propose ça, mais à la fois on veut des garanties de sécurité, on veut énormément de choses. Pourquoi? Pour Trump, il est tellement motivé par cet accord. D'un côté, Zelensky a très bien joué comme souvent parce qu'il sait très bien que derrière la question des terres rares, c'est la question de la Chine. Donc il est vraiment allé chercher Trump sur son terrain. Il lui a dit quelque chose, très intéressant qui permet à Trump aussi de l'utiliser par rapport à son électorat, par rapport,
aussi aux grands représentants du peuple américain, républicain qui le soutiennent. Il a des majorités fragiles quand même, Trump. Donc, heu, donc ça, c'était vraiment très bien vu, quoi. Là encore, je soupçonne que la question économique, est utilisée pour cacher, des intérêts, ou des intrigues politiques, en fait. Parce que d'abord, je crois que ça restera prouvé qu'il y a des terres rares en Ukraine et qu'il y en a autant que cela. Je crois que c'est pas vraiment prouvé et je suis pas sûr que Oui, les recherches oui, justement. géologiques ont été faites. Donc là, c'est du et il doit bien y avoir des gens à la CIA ou à la mission les missions économiques américaines, à Kiev qui disent: «Bah, on n'en sait rien, quoi». Parce que je crois qu'on n'en sait rien, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, on n'en sait rien parce que jamais des recherches sérieuses n'ont été faites et donc c'est une hypothèse Voilà, et donc nous avons déjà écouté plusieurs experts qui disent: «Oui, sans doute il y en a, mais sans doute il y en a pas» et voilà. après et on pense quand on pense à ce deal, on pense à long terme hein, parce que ce n'est pas d'ici demain qu'on va les avoir. Il faudra les Ouais. rechercher, c'est sur 10 ans, sur 20 ans, donc au moment où Trump ne sera plus là. Donc voilà, ce que tu dis, que c'est un argument politique, c'est Voilà, ça? donc lui, Trump, ça lui sert souvent à justifier, pourquoi il va dans un accord, pourquoi il fait quelque chose. 2 choses importantes. Historiquement, c'est pas simplement Trump, c'était déjà vrai lors de la Première Guerre mondiale. Les États-Unis et peut-être comme tous les pays du monde, ils ont contribué, ils ont dépensé des milliards pour aider, d'autres pays ou une autre d'autres pays comme, l'Europe, pendant la Première Guerre mondiale. Ils veulent récupérer tout et ça, c'était déjà fait en 1918. Donc en ce sens, c'est une sorte de logique d'État comme ça, on dépense pas des milliards sans les récupérer quelque part. On va dire que c'est la vie des États et que c'est comme ça. Bien sûr, il sait très bien que ça pourrait beaucoup affaiblir, l'Ukraine à terme parce que s'il fallait rembourser ne serait-ce que les 170 milliards, ça va quand même être compliqué. Mais par ailleurs, ce qu'on peut aussi noter, je fais juste des remarques comme ça, j'ai pas forcément la réponse parfaite à ta question, mais ce qu'on peut noter et c'est le sens de la déclaration de monsieur Poutine hier, c'est qu'on a l'impression que ça inquiète les Russes quand même. Ce qu'ils se disent, là, Zelensky, il a touché quelque chose de très juste, qui peut faire que ça aide Trump à faire les choses un peu à la faveur des Ukrainiens dans ce deal. Donc Poutine a dit: «Oh mais vous savez, les terres rares, en fait, elles sont plutôt en Russie», donc on voit bien et en plus, c'est Poutine qui en parle, c'est pas juste un sous-ministre, de l'industrie ou je sais pas quoi, quoi. Donc on sent que ça enfin, j'ai l'impression que ça inquiète beaucoup les Russes, cette question-là et qu'ils se disent que ça pourrait un peu changer la donne. Donc on n'a pas de réponse parfaite. Est-ce que c'est plus la question des terres rares est peut-être moins utilisée parce qu'il y aurait des terres rares que comme pas le symbole, mais comme un moyen dans l'argumentation un peu symbolique, fictif en quelque sorte, pour engager cette discussion et qui peut-être pourrait aider l'Ukraine potentiellement. Oui, on verra bien, mais pour l'instant, d'après ce qu'on sait aujourd'hui, donc c'est-à-dire que cet accord est encore, discuté, c'est-à-dire que d'après ce qui était dit par Volodymyr Zelensky, il essaye de mettre, ce deal au maximum en faveur de l'Ukraine, notamment la ligne rouge pour l'Ukraine, c'est la notion de la dette. C'est-à-dire que les États-Unis Donald Trump est arrivé avec l'idée que l'Ukraine est déjà endettée par l'aide américaine qui a d'ailleurs grossi de quelques fois. Il a parlé Oui. de 500 milliards, ce qui correspond pas à la réalité selon Zelensky. Il a dit 5 milliards, oui, mais pas 500 milliards. Et après que ça, c'est la dette qu'on doit payer pour le passé. C'est-à-dire que non, si on fait un deal, ça va concerner le présent et l'avenir. Donc, il Mmh. essaie de marchander, voilà, ces terres rares contre le soutien militaire, économique à l'Ukraine en tant que voilà, comme partie de guerre. Donc parlons aussi de questions, sécuritaires. Ça, c'est extrêmement important. Nous connaissions Trump, en 2016 comme quelqu'un qui était très méfiant et sceptique par rapport à l'OTAN. Donc il y avait quand même cette rhétorique contre l'OTAN qui correspondait tout à fait à cette ligne russe que tu dis d'ailleurs dans ton livre. Mmh. Aujourd'hui, il a dit il y avait cette question, d'un journaliste, «Qu'est-ce que vous pensez de l'OTAN?» Il a un peu changé le ton. Il a dit que, l'OTAN, si s'il est bien géré, c'est une chose positive. C'est-à-dire que au niveau de la rhétorique, il n'a pas renoncé à cette unité euro-atlantique, qui semble être remise en question par d'autres, déclarations, par exemple, au sommet de Munich, par exemple. Quelle serait ta lecture de cette, exportation de la sécurité sous Donald Trump? Exportation de la sécurité que les États-Unis faisaient en Europe depuis des décennies et qu'est-ce que peut changer, sous Trump?
C'est vraiment difficile parce que ce que tu pointes là, c'est très important. On a un Trump qui change quand même et il c'est ce que dit d'ailleurs sa la très bonne biographe dont je parlais, elle dit: «Il peut très bien commencer une interview avec un journaliste en défendant une position isolationniste et puis terminer la même interview 5 minutes plus tard avec des positions interventionnistes en général, quoi». Donc un peu ça qu'on retrouve sur l'OTAN. C'est-à-dire que là, tout d'un coup, on a un Trump qui a l'air de se dire qu'avec l'OTAN, il y a un peu quelque chose à faire finalement. Même chose hier lorsqu'il rencontre Monsieur Macron. On a l'impression que cette fois-ci, bah, les Européens auraient leur place, alors qu'une semaine plus tard, on nous expliquait qu'en gros, ils avaient quand même pas beaucoup de place dans cette histoire. Donc, on ne sait pas trop où est la vérité. Et moi, quand j'essaie de comprendre Trump, si je puis me permettre modestement de le faire, parfois je me dis, bah, j'essaie de regarder un peu les tendances lourdes, mais on sent que le personnage peut très bien aller à droite, à gauche, qu'il est très situationnel, il est très dans l'immédiat, le gain politique immédiat. C'est peut-être pour ça il y a ces fluctuations. On a l'impression que parfois il peut être très dur avec ses interlocuteurs, et puis autrefois, comment dire, d'autres fois dire ce qu'il a envie d'entendre. Tu veux entendre du pro-OTAN, je te dis du pro-OTAN. Tu veux entendre du contre-OTAN, je te dis du contre-OTAN. Et puis lui il va faire sa décision au milieu, quoi. Donc ça reste, mais c'est quand même une vieille rengaine parce que je commence mon livre avec ça, parce qu'en 1987, lorsqu'il va à Moscou pour la première fois dans cette opération du KGB, on veut l'entraîner là-bas. Sans doute, c'est le début de l'histoire du contact confidentiel. Et au retour, il va publier une lettre dans 3 grands journaux américains où il plaide pour que les États-Unis arrêtent de payer pour les membres de l'OTAN. Et alors, bon, peut-être que c'est ses interlocuteurs soviétiques qui lui ont dit que ça serait bien de faire ça, mais c'est aussi quelque chose qu'on entendait dans les cercles républicains américains. Donc, c'est aussi lui qui essaie de plaire aux républicains à ce moment-là. Donc, on ne sait pas exactement quelle est la vérité sur ce point, quoi. Et là aussi, l'argument économique fonctionne pas vraiment parce que en ce moment, bah, avec le risque de guerre, l'Allemagne, la Pologne, qui sont des gros États riches, eh bien, achètent énormément d'armement bah, aux États-Unis. Parce que certes, les Américains assurent une partie de la sécurité de l'Europe, mais l'échange, c'est que le marché de l'armement, qui est gigantesque, est captif et donc on doit acheter aux Américains. Et donc en ce moment, c'est quelque chose qui rapporte tous les ans entre 60 et 80 milliards de dollars aux Américains. Donc c'est beaucoup et il reste à prouver que finalement l'OTAN soit économiquement dommageable pour les États-Unis. C'est quand même une question. Donc, parce que de toute façon, les États-Unis, vu leur rôle dans le monde, auraient une armée très importante, interventionniste dans toutes les parties du monde. Et donc voilà, ça reste une question à poser. Et elle est certainement très liée à cette volonté de faire la paix en Ukraine. Peut-être parce que c'est un des paradoxes, un autre paradoxe de Monsieur Trump. Donc c'est vraiment un animal politique difficile à déchiffrer, passionnant pour les cyniques observateurs que nous sommes, mais effrayant pour les citoyens que nous sommes, qui est qu'on a un Trump qui veut faire la paix. Donc à la fois, c'est quelqu'un qui a une âme de autoritaire, mais ça ne veut pas dire qu'il a envie de faire la guerre. Il aime pas la guerre d'ailleurs. Personnellement, c'est quelque chose qu'il aime pas beaucoup, quoi. Il avait renoncé en, je sais plus, 2018 peut-être, à frapper l'Iran lorsque un conseiller est venu lui dire qu'il y aurait des morts. Et donc il a tout de suite, alors que les avions militaires étaient sur le point de partir pour aller frapper l'Iran, il a tout de suite arrêté l'opération. Donc il a aussi ça en lui, et ça c'est difficile à expliquer pour le moment. Peut-être que le deuxième mandat nous donnera plus de lumière là-dessus, mais on voit qu'il veut apparaître comme un faiseur de paix en Israël, en Ukraine. Et donc l'OTAN fait aussi partie de cette réflexion. Et puis il y a aussi cette autre dimension de Trump qui est quand même de toujours vouloir faire un deal, toujours faire le show, toujours faire croire qu'il a décidé quelque chose. Donc sur l'OTAN, il dit bon, les Européens, il faut qu'ils augmentent leurs dépenses budgétaires pour la défense. En un sens, c'est facile parce que tout le monde est déjà presque à 3% en réalité. Donc il dira, ah, vous voyez, grâce à moi, on a obtenu les 3%. Mais oui, ok, on sera peut-être passé de 2,9 à 3%. Mais donc il y a aussi cette dimension qui est importante, le côté un peu irresponsable aussi de Trump, parce qu'il parle de l'OTAN comme ça et il joue avec et en même temps il détruit l'OTAN, parce qu'aujourd'hui, personne ne peut dire dans le monde si demain un pays de l'OTAN comme la Pologne était attaqué par la Russie, si les États-Unis appliqueraient l'article 5, respecteraient l'article 5 par lequel ils sont engagés de l'OTAN.
Oui, c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, on se pose beaucoup de questions de ce genre, si c'est la Pologne ou bien les pays baltes. Est-ce que la Russie oserait? Pourquoi pas? Donc on a déjà vu des débris de missiles, de missiles même aller jusqu'à la Pologne. On a vu des débris de drones qui allaient jusqu'à Roumanie, n'est-ce pas? Donc c'est-à-dire qu'il y a cette provocation de l'OTAN qui est permanente du côté russe et donc on se dit donc cette grande menace dissuasive de l'OTAN, est-ce qu'elle marche en réalité et pas uniquement sur le papier et quel serait le comportement justement de Donald Trump. La dernière question à toi, Régis. Donald Trump est président des États-Unis, c'est-à-dire le pays le plus puissant au monde. Face à lui, Vladimir Poutine. Vladimir Poutine qui est aussi président de la Russie, mais c'est un pays qui a quand même beaucoup perdu dans cette guerre en termes de ressources, en termes économiques, parce que les sanctions, même s'ils sont imparfaites, mais elles fonctionnent quand même. L'économie russe ne marche pas super bien actuellement et donc malgré toute cette affinité-là et ce rapport entre Poutine et Donald Trump, est-ce qu'il y aurait, selon toi, un moment où Trump est capable, voilà, de renoncer puis de se voilà, d'exécuter justement le rapport de force avec la Russie? Parce qu'on ne peut pas comparer, voilà, ces 2 puissances-là. Est-ce qu'à un moment donné, il pourrait jouer justement ce rôle de leader que de remettre ce régime russe à sa place et par là même d'aider l'Europe et d'aider l'Ukraine évidemment. Ça paraît assez improbable parce qu'on n'a aucun signe véritablement qui aille en ce sens. On a parfois une petite déclaration, par exemple, de Keith Kellogg, le négociateur, mais lui, qu'est-ce qu'il représente? C'est pas vraiment important. On a l'impression qu'à l'intérieur de l'équipe de Trump, tout le monde ne pense pas la même chose. Il n'est pas certain que Rubio pense la même chose que Trump et que Vance, et cetera. Puis il va quand même rester des gens importants à la sécurité, même si, le FBI, le Conseil de sécurité, etc., sont dans les mains plutôt de gens voilà, qui sont très loyaux envers Trump. Quoi. Mais donc ça, c'est quand même pas certain. J'ai tendance à être pessimiste. Avec Trump, je ne dis pas ce qui va se passer, parce que j'en sais rien du tout, mais on a des grosses tendances. Donc on peut se dire, il y a des chances que sa tendance l'amène à plutôt faire un accord en faveur de la Russie, et ça donc ça rend plutôt pessimiste pour l'Ukraine. Après, encore une fois, il y a d'autres facteurs et puis il y a d'autres aspects de Trump. Il y a le Trump obsédé par l'économie. Il y a le Trump qui veut faire des deals, faire croire qu'il est un homme formidable qui réussit tout juste en claquant des doigts. Donc l'idée de vouloir faire la paix en Ukraine, c'est quelque chose d'important. Je sais qu'à Kiev, en ce moment, dans les sphères du pouvoir, certains se disent que le meilleur espoir, c'est que Poutine va être tellement intransigeant que pourrait faire que finalement ça fasse échouer. Les derniers signes qu'on a dans la foulée de la visite de M. Macron à Washington, c'est plutôt un Poutine qui a l'air de faire des concessions. Par exemple, en disant qu'il serait peut-être d'accord pour qu'il y ait des troupes européennes sur le territoire ukrainien, peut-être pas sur la ligne de front. Donc bon, ça, il faut voir, mais il y a peut-être effectivement quand même, parce que aussi, là, comme tu le soulignais très bien, la Russie est quand même très affaiblie, elle n'arrive pas à mobiliser, le soutien est quand même fort mais ambigu en Russie par rapport à la soi-disant opération spéciale. On a plutôt des gens qui la soutiennent parce que ça rapporte de l'argent, mais moralement, ils sont pas vraiment quand même en train de le soutenir, quoi. Donc on sent que c'est délicat pour la Russie et aujourd'hui, il y a sans doute des centaines de morts russes chaque jour sur le front en ce moment. Donc, et là, je voyais un article de Medusa et Mediazona hier, je crois, qui ont refait des comptes avec une nouvelle méthodologie et qui estiment à 160 000 morts le nombre de morts de soldats et d'officiers russes sur le front ukrainien. Donc c'est quand même, même à l'échelle de la Russie, c'est énorme en fait. Oui, c'est énorme et puis ce sont le coût de la guerre qui est pour l'instant en tout cas ignoré, par Vladimir Poutine, mais un jour, il y a pas de ressources inépuisables, même Voilà. l'armée russe, même la population russe, ce n'est pas épuisable et c'est vrai que nous mettons beaucoup d'espoir dans le fait que Poutine, à un moment donné, va fâcher Trump justement Voilà. avec parce que avec l'absence de confiance, parce que le deal, ça veut dire qu'il y a une confiance. Oui. Donc on est très sceptique par rapport à ce bout de phrase que Trump a rapporté
que Poutine a accepté les militaires européens en Ukraine, même s'il a dit ça, c'est pas qu'il accepte. En fait, on a tout le droit d'être sceptique parce qu'on connaît le coût, en fait, de la parole de Poutine qui veut rien du tout, souvent, parce qu'il a Mmh mh. souvent violé des accords, Ouais, même écrits, pas uniquement verbaux. Merci beaucoup Régis, pour, cette analyse merci à vous. et pour ce livre qui ouvre les yeux à pas mal d'Ukrainiens, pas mal de Européens aussi, sur, la nature même de cette nouvelle réalité politique, incarnée par Donald Trump et avec la qui change justement les destins, du monde, en fait, des pays européens, de l'Ukraine, mais tout aussi bien des États-Unis. Merci beaucoup. Merci à toi. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Régis Janté, journaliste et écrivain français spécialiste des questions politiques, géopolitiques et sociales en Europe de l'Est et en Asie centrale. Régis est aussi l'auteur de l'ouvrage récent Notre homme à Washington, Trump dans la mort des Russes. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.